Dans un monde de censure où tout est interdit, dans un monde où dominent les robots, dans un monde puritain qui ne comprend plus la fiction, un monde dépourvu de sensibilité artistique où on ne peut plus parler de 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 ou de où on ne peut plus dire. Il existe un livre dans lequel tous ces thèmes sont abordés, sans pudeur et sans honte. Ce livre auto-édité, pur produit 100% artisanal, est le premier samizdat inclassable de Louis Egoïne Delarge. Chronique de l'en-bas. Passez la porte de ce cabinet de curiosité littéraire et perdez-vous dans un labyrinthe d'amour et de mort, dans une cathédrale en flammes, dans un bordel mystique. Chers amis, chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée. Bonjour ou bonsoir aux nocturnes et autres oiseaux de nuit. Émission littéraire, même si j'ai en ma compagnie notre doc ciné. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un docteur cinéma qui va nous parler, c'est plutôt un auteur, un jeune auteur qui vient nous parler de son premier jet. On va d'ailleurs parler de nombreux jets, hein, c'est le cas de le dire. Il s'agit de Louis Egoïne. Salut Louis. Salut FX, salut aux auditeurs. Alors, mon cher Louis, pour les habitués de Radio Lorraine Enragée, ils te connaissent déjà, comme je l'ai dit, puisque nous parlons souvent cinéma ensemble. C'est ça. Mais aujourd'hui, nous allons causer littérature, nous allons causer livre avec... c'est un ovni, mais moi j'aime bien les ovnis, tant que ce n'est pas des ovnis pour les ovnis, mais là c'est un ovni littéraire. Premier jet, comme je l'ai dit, une première tentative, un premier coup d'épée chevaleresque, anti-moderne, bref, on va essayer de donner 2-3 mots, mais à mon avis ça va être un petit peu difficile de définir tout ça. Il s'agit de Chronique de l'en-bas, donc de notre ami Louis qui est avec nous et tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est. Avant toute chose, chers auditeurs, comme je l'ai dit, ceux qui connaissent Louis savent un petit peu qu'on a affaire à un personnage, mais là vous verrez qu'on a affaire à quelqu'un qui se lance dans une espèce d'aventure littéraire, on pourrait voir ça comme ça, une sorte d'Indiana Jones des temps modernes, si je puis dire. Mais le début d'une œuvre, les prémices d'une œuvre. Les prémices d'une œuvre. Moi, ma première question en tant que journaliste, puisque je l'ai lu, bien sûr, c'est... Toujours bien de préciser. Qu'est-ce qui Bah oui, c'est bien de préciser, mais on est un média, hein, donc on est sérieux, même si on fait parler des amis et on s'en cache pas, mais on reste sérieux. Alors, déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'écrire ? Oula, alors c'est la question la plus compliquée à poser à un écrivain, parce que c'est normalement tout écrivain te répondrait qu'il a ça en lui et que ce qui lui a donné envie d'écrire, c'est que l'écrivain est comme une éponge à un moment donné qui se prend un trop plein de réalité et qui a besoin de temps en temps de s'essorer un petit peu sur une page blanche, et donc le jus qui en sort se traduit par de l'encre. Posé effectivement sur une page, et puis une certaine manière à traduire sa vision du réel qui en tout cas est à la fois partagée et peu partagée. C'est l'intérêt de la littérature. Il y aura beaucoup de métaphores en dessous de la ceinture à mon avis ce soir, mais bon, au moins vous êtes prévenus. Alors, ça s'appelle Chronique de l'en-bas. Hein, Chronique de l'en-bas, voilà. On aurait pu appeler ça Chronique du slip peut-être. Non, là je cherche un peu. Mais c'est ça, mais c'est Chronique de l'en-bas qui regarde en haut, quoi. Donc comme le mouvement est ascendant, c'est un mouvement ascendant autant de l'âme que de l'érection, quoi, si tu veux. Alors, avant toute chose, là on a un peu... on va déflorer le bouquin, bien sûr, on va en parler sans trop en dire, parce que c'est toujours pareil, hein. Faut en parler sans en parler, on va essayer de pitcher. Tout d'abord, Louis, tu as commencé à écrire, puisque ce livre commence en 2007, les premiers écrits commencent en 2007, ça s'arrête en 2019. C'est ça. Donc c'est sur toute une période où, grosso modo, et c'est ça moi que j'aime bien, parce qu'en fait on voit la formation un peu comme un bébé qui est en train de naître, qui vit son enfance, qui passe à l'adolescence et qui arrive bien malgré lui à l'âge adulte, avec tout ce que ça comporte. On voit la formation et puis la création d'un auteur, d'un futur grand auteur. Alors, pourquoi, à partir de 2007, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Puisque bon,
je divulgage un peu, mais on est de la même année, donc je suppose qu'en 2007, tu avais 18 ans. C'est ça, j'avais 18 ans. Voilà, ouais. Donc, en plus, 18 ans, bon, c'est un âge assez particulier pour tous les ados, etc. Il se passe quelque chose, c'est la fin de l'adolescence, c'est le début de l'âge adulte. Bon, peut-être que maintenant, c'est encore de l'adolescence, parce qu'on devient adulte un petit peu plus tardivement. Mais c'est l'âge auquel Johnny Rotten a rejoint les Sex Pistols. Voilà, donc c'est très symbolique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ces 18 ans? Quel a été le petit déclencheur pour que justement on comprenne un petit peu? Je pense que le déclencheur, ça a été que ayant passé mon bac cette année-là, parce que le premier texte date d'après le bac, je l'ai vécu comme une sorte de libération. En fait, j'ai fait toute ma scolarité, moi, collège et lycée, dans le même établissement, parce que c'était un collège-lycée à Thionville, Charlemagne, pour ceux qui connaissent. Et je l'ai vraiment vécu comme une incarcération. Quand j'étais en terminale, j'étouffais, quoi. Je me souviens que la seule motivation que j'avais à passer le bac, c'était juste de pouvoir me tirer d'ici le plus rapidement possible et pas de faire un an de plus, quoi. Donc j'ai réussi à avoir mon bac par miracle, à 0 point près, 10-0-0. Et à ce moment-là, il y a eu une espèce d'éclosion, comme ça, de respiration, où j'ai pu enfin naître au monde réellement, c'est-à-dire plus en tant qu'élève, mais en tant qu'individu. Et donc, à partir de là, ma main a naturellement pris le stylo pour écrire des choses sérieuses, parce que j'avais déjà commencé un petit peu à écrire au lycée, mais ayant une expérience de la vie un peu moins importante. Bon, les textes n'étaient pas forcément à la hauteur, et donc j'ai quand même essayé de réunir dans ce livre des textes qui valent le coup. Après le lycée, arrivent les études, l'âge un petit peu plus adulte. Toi, comme je l'ai dit, les auditeurs te connaissent, tu t'es dirigé vers le cinéma. C'est ça. Donc, l'art de manière générale, hein, pas que le cinéma. L'art en général. Mais on sent à la lecture qu'il y a aussi une grosse influence cinématographique. Exact. Ah bah oui, ça c'est évident. Ça c'est évident, mais tu vois, j'étais quand même, mine de rien, l'écriture était quand même plus importante pour moi que le cinéma, parce que je sais qu'en 3e année de licence, j'ai eu à choisir entre il y avait différentes masterclass, et donc on avait le choix entre une masterclass théâtre et une masterclass cinéma. Et donc moi naturellement j'ai été vers la masterclass cinéma, puisque c'était ça qui m'intéressait. Et en fait c'était des intervenants extérieurs qui assuraient la masterclass, et en cinéma on avait un producteur luxembourgeois qui nous parlait de choses très terre à terre. Enfin on faisait plus du tout d'analyse d'image, des choses qui m'intéressaient. On faisait vraiment si vous voulez percer dans le cinéma, quel rapport vous devez entretenir avec les boîtes de production, quoi. Et je suis allé voir ce qui se passait dans la masterclass théâtre, et là c'était un metteur en scène qui nous invitait à écrire des textes en nous donnant comme ça des consignes. Voilà, écrivez un monologue, écrivez une pièce de théâtre en commun, et donc là il y avait beaucoup plus un acte créatif. D'ailleurs on a écrit une pièce qu'on a jouée à la fin du semestre, et du coup je me suis dirigé plus vers la masterclass théâtre, parce que écrire m'intéressait plus que d'entendre parler de cinéma du point de vue du producteur. Et donc la technique t'intéressait pas trop, on peut dire ça comme ça. C'est pas que la technique m'intéressait pas trop, c'est que moi mon but c'était plus d'apprécier le film en tant que spectateur et d'analyser les images que je voyais à l'écran, plutôt que de rentrer dans ce monde-là et de déjà commencer à faire du copinage avec les uns les autres. Moi ce qui m'intéressait c'est la création, quoi. Alors à propos du livre... Et d'ailleurs il y a un texte qu'on a écrit à l'occasion de cette masterclass théâtre qui est dans le livre. Alors parlons-en justement. Les gens qui connaissent un peu la radio connaissent le ton que j'emploie. Je suis quelqu'un, je pense, de juste, et quand j'aime... Mais de cash. Exactement, mais de cash. Donc quand j'aime, j'aime, et quand j'aime pas, je le dis. Donc moi je note une vraie évolution tout au long, parce que par contre moi quand je m'engage à faire quelque chose, je vais jusqu'au bout, donc je l'ai lu le livre. Je note une vraie évolution. Donc de 2017 à 2019, donc sur plus de 10 ans. 2007 à 2019. 2019. Je note vraiment une vraie évolution, avec des premiers textes qui parfois j'ai eu du mal à comprendre. Alors, parce que peut-être que la formule est trop lapidaire, peut-être que ça s'arrête beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt.
et que il n'y a pas encore le temps de laisser développer l'histoire. Et bon, parfois c'est un peu dommage. Et à d'autres moments, par contre, alors bon, ça je le savais déjà à l'avance, puisque je te connais quand même depuis un petit moment maintenant, et je savais que j'allais me régaler avec les aphorismes, puisque tu es quelqu'un qui a le sens de la formule. Ouais, je ne vais pas me priver, hein, je vais en citer quelques-uns. Je t'en prie, Les aphorismes, hein, alors il y a quoi? Il y a par exemple, ah oui, un truc que j'aime bien, je refuse de susciter la moindre admiration. Alors ça, je pense, alors là, on retrouve bien la double personnalité de notre Louis Gohin de l'Arche. Je suis le Christ aux abysses, ça j'aime bien, c'est des formules très poétiques, mais en même temps qui sont plaisantes, je trouve, à lire. Et celle-là, je l'aime bien. Seigneur, donnez-moi la force de ne pas ressembler aux images latrinales que vous avez mises sur mon chemin, à titre de contre-exemple. Alors, les petits trucs anti-gauchistes, ou le credo de l'antifascisme, chacun est libre d'être de gauche. Alors ça, c'est très juste, ça, je trouve, celle-là, je la trouve très bonne. Alors, attends, c'est où ça? Ah oui, j'ai le mépris absolu du public. Plus une œuvre est nébuleuse et inaccessible, plus elle me plaît. Ça en dira long sur le côté plaisant et en même temps un peu poseur de notre auteur. Mais bon, ça, tu t'en es jamais caché. J'ai Léon Bloy et Baudelaire avec moi là-dessus. Voilà, on va en parler justement de ces deux-là. Ou celle-ci que j'aime bien, les écolos sont des amoureux de la terre parce qu'ils ont renoncé au ciel. Alors ça, c'est très très juste, je la trouve excellente celle-ci. Et puis bon, après, je vais pas vous lire toutes les petites nouvelles, mais juste une. Alors voilà, c'était où? Je crois que c'est là. Voilà. Voilà. Certains catholiques, ça c'est dans Aphorisme, mais c'est un long aphorisme. Hein. Certains catholiques dans mon entourage pensent que les valeurs du Christ sont des valeurs de gauche, humanisme, tolérance, partage, et du coup ils voient en moi un droitard. D'autres pensent que ce sont des valeurs de droite, tradition, dogme, transcendance, et du coup ils voient en moi un gauchiste. Et puis il y a une troisième catégorie qui a compris que les valeurs du Christ ne sont ni de gauche ni de droite, mais d'en haut, et cela me situe invariablement au bon endroit. Étonnant, non? Voilà, celle-là je l'aime bien, parce qu'effectivement ça rappelle, je pense que c'est assez juste, et puis ça rappelle une bonne petite chose, effectivement, c'est que bon, finalement, le Christ, c'est un personnage à la fois historique et religieux, on peut le mettre à gauche, on peut le mettre à droite, on peut le mettre où on veut, ce qui est un petit peu dommage, c'est d'essayer de le mettre quelque part, finalement. C'est ça, tout le monde veut le récupérer. Voilà. Donc, très très bon sketch de Dieudonné là-dessus, à l'époque, BNI, où Dieudonné faisait encore des spectacles intéressants, on va dire, où il y avait une émission de débat et où chacun voulait reprendre le Christ à sa sauce, y compris les athées, y compris les LGBT, etc. Bon, bah, à un moment donné, lâcher la grappe au Christ et aller vers le Christ au lieu de demander au Christ de venir vers vous. Ouais. Là, je résume vraiment le livre. Voilà, bien sûr. C'est difficile déjà à résumer, mais par contre, j'aimerais juste qu'on dégage quelques thèmes. Bon, déjà, le premier, c'est la création, l'acte de créer, le fait de créer, que j'ai noté ça, la difficulté de créer, puis bon, bah, le fameux syndrome de la page blanche, le syndrome du « qu'est-ce que je fais là hein, ?» c'est un peu ça aussi, je trouve que ça se dégage bien dans le livre. D'après toi, est-ce que, en fait, tout ça a été une espèce de, bon, on va dire, de formule anti-suicide, de nécessaire transition, de nécessaire évolution, d'un éloignement progressif? Ceux qui liront le livre vont comprendre. L'éloignement progressif, d'un moment, tu as un aphorisme, la lame qui tranche, ou voilà, la veine qui tranche. Est-ce que justement, tu as voulu t'éloigner un petit peu? Oui, il y a la lame sans veine. Voilà, la lame sans veine. Est-ce que tu as voulu un petit peu éloigner la corde, le pistolet, le poison ou la lame du rasoir de ton bras? Alors, en passant par l'écriture. Il y a un autre texte où je dis que justement je n'ai jamais pensé au suicide. Je pense que le suicide est vraiment un trait de caractère, en tout cas l'envie suicidaire est vraiment un trait de caractère, pour avoir lu quelques auteurs qui l'avaient, les Cioran, les Matzneff, les Monterland, qui ont beaucoup écrit sur ce sujet-là. Et pour le coup, c'est un trait de caractère qui m'a toujours été étranger, sans d'ailleurs que je cherche à... J'ai jamais fait de travail sur moi là-dessus, et c'est vraiment... alors qu'en plus, tout m'y pousse. C'est ça qui est paradoxal. C'est que je suis absolument antisocial, je vis la nuit. Il y a un aphorisme où je dis à un moment donné, je suis un monstre de nocturnité, je ne vis que la nuit. Et alors là, en plus, à plus forte raison, avec la période qu'on traverse actuellement, je suis devenu vraiment totalement antisocial, je vois plus personne. Et donc, la tentation du pourrissement, si tu veux, serait très tentante.
Et la tentation très tentante, c'est pas très beau comme formule. Mais disons que... Voilà, exactement. Mais disons que je pourrais avoir la tentation d'y aller. Et en fait, non, je pense que je suis sans doute trop vivant pour la mort et peut-être aussi pour l'époque. Il y a aussi un thème qui me branche bien, qui ne branche pas forcément tout le monde, mais justement t'en parles avec une certaine distance, avec une plume, donc quelque part peut-être que ça permettra à ceux qui se méfient des thèmes religieux d'y accéder. C'est justement la figure du Christ. Quel est un petit peu ton rapport personnel avec tout ça? On va parler de toi, hein, forcément. Oui, bien sûr. On a tous le Christ, le Christ est en chacun de nous, donc quand on parle du Christ, on parle toujours un peu de certains soi. Sont pas d'accord, à mon avis, mais bon, Mais ça les regarde. Moi, je suis là pour donner mon avis, pas celui des autres. Mon rapport au Christ a été... je l'ai rencontré par la littérature, en fait, paradoxalement. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé dans un milieu, j'ai baigné dans un bain qui était très religieux. Depuis le début, j'ai fait tous mes sacrements en temps et en heure. J'ai été baptisé bébé, et j'ai fait ma première communion à 10 ans, ma confirmation à 15 ans. Enfin, j'ai vraiment respecté toutes les étapes. Mais je l'ai beaucoup fait de manière un peu détachée, un peu vide. Je comprenais pas trop ce qu'il y avait derrière. Je le faisais vraiment. Pour moi, c'était comme une espèce de succursale de l'école, quoi, si tu veux. Donc, j'allais à l'école la journée, et puis en fin d'après-midi, j'allais au catéchisme. Il y avait presque un truc qui me gonflait, quoi. C'était un peu d'ailleurs, c'est l'église moderne, quoi. J'allais au catéchisme presque comme on va à la garderie, quoi. Donc, alors qu'à un moment donné, t'attends un peu plus. Et peut-être que c'était une question de maturité aussi, d'ailleurs, j'avais peut-être pas la maturité à l'époque pour. En tout cas, je sais que, et ça se ressent beaucoup dans le livre, y compris dans certains aphorismes que t'as lus, d'ailleurs, c'est un nom que j'ai déjà cité dans l'émission, dans les années 2010, entre 2010 et 2014, on va dire, littérairement, j'ai pris comme père spirituel Léon Bloy. Et je n'ai lu quasiment que du Léon Bloy. J'ai lu une grande partie de son œuvre. J'ai pas tout lu parce qu'il a quand même une œuvre conséquente et puis qu'il y a des livres qui sont moins intéressants que d'autres. Mais en tout cas, j'ai lu les livres les plus intéressants qu'il a écrits. Et je me suis vraiment nourri de ça parce qu'il me semblait que Bloy était quelqu'un qui avait compris justement que le Christ n'est pas là pour demander aux gens de se conformer à un modèle unique. Le Christ est là pour essayer de faire en sorte que chacun puisse se réaliser du mieux possible. Et c'est ça, en fait, prendre la croix et suivre le Christ. C'est essayer de comprendre qui on est vraiment et réaliser son destin au maximum de nos capacités. Ça rejoint quasiment le surhomme de Nietzsche, d'ailleurs. C'est peut-être comme ça qu'on peut réconcilier Nietzsche avec Dieu. C'est que finalement, ni Nietzsche, dans ce qu'il écrit, ni Dieu ne cherche à prendre l'homme en otage, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'ailleurs. D'ailleurs, Bloy a beaucoup écrit sur le rapport qu'il pouvait y avoir dans la religion entre la providence et le libre arbitre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, et c'est un thème sur lequel moi aussi j'ai énormément réfléchi. C'est comment un homme, par Dieu, arrive à devenir un individu. Et c'est vraiment ce qu'on a perdu, je trouve, dans notre époque actuelle. C'est que les hommes prennent presque Dieu comme un moyen de ne plus avoir à penser par eux-mêmes. Ils demandent à Dieu de leur dire ce qu'il faudrait faire à leur place. Alors que Dieu n'est pas là pour ça. C'est nous-mêmes qui devons faire le chemin. Mais il faut essayer de comprendre quels sont nos... Tu vois, Bloy, par exemple, écrit un livre à un moment donné sur la Salette. Il a beaucoup écrit sur la Salette. Et je crois que c'est dans Celle qui pleure. Où à un moment donné, il y a une note de bas de page où il dit, moi, peut-être que des gens me reprocheront de trop m'intéresser à la Salette et de ne pas assez m'intéresser à Lourdes. Et il dit, mais c'est comme ça. Moi, je ne me sens pas moins de proximité avec Lourdes qu'avec la Salette, et je pense que Dieu nous envoie vers ce avec quoi on se sent le plus de proximité.
Donc c'est aussi ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est d'aller vers les thèmes qui, moi, me parlent, les traiter de la meilleure des manières possibles, peut-être parfois de manière un peu choquante, peut-être parfois de manière à bousculer un peu le lecteur, mais une œuvre doit bousculer le lecteur. Je regardais encore dernièrement une vieille interview de Bertrand Bonello, qui est un des plus grands réalisateurs français actuels, qui disait qu'une œuvre qui n'était pas clivante était suspecte. Et je suis d'accord avec lui, je trouve qu'une œuvre qui n'est pas clivante est suspecte, et que l'art doit provoquer une émotion. C'est quand même le rôle premier de l'art, c'est ce que disait Céline. Il disait au commencement était le verbe, non, au commencement était l'émotion. Et provoquer une émotion, c'est forcément bousculer le lecteur. Justement, par rapport aux auteurs que tu as pu citer, comme Léon Bloy, et je sais que tu es attaché à Léon Bloy, quelles sont tes figures tutélaires en termes de littérature? Ceux qui t'ont vraiment, c'est époustouflant, quoi. Ça t'est tombé des mains, non pas ouais, parce que bien c'était sûr. de la merde, ça t'est tombé des mains parce que t'avais les larmes aux yeux. Exactement, les larmes m'en sont tombées des yeux. Donc évidemment Bloy, ça c'est une évidence. J'en ai mis 4 en exergue de mon livre, qui sont Bloy, Nietzsche, Baudelaire et Céline. Et je pense qu'on peut rajouter. Alors il y avait beaucoup Oscar Wilde à l'époque, quand j'ai écrit les premiers textes, les textes pareils que de 2007 à 2010, je lisais beaucoup Wilde. C'est le côté dandy, ça. C'est le côté dandy, exactement, et ça me parlait beaucoup, et puis je trouvais j'aimais bien le sens de l'aphorisme de Wilde, justement. Il a un aphorisme qui est très beau, qui pourrait presque résumer le projet du livre, et c'est pour ça que ça s'appelle Chronique de Lamba, c'est qu'il disait « Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d'entre nous regardent les étoiles ». Et en fait, c'est pour ça que l'auteur écrit depuis l'en bas, mais il a toujours les yeux sur l'en haut. C'est ça qui est important. D'ailleurs, l'en bas, je tenais à dire que c'est un concept que j'ai emprunté à un prêtre philosophe qui s'appelle Maurice Bellet, et qui a écrit un texte qui s'appelle, un livre, dans les années 90, je crois, qui s'appelle La traversée de l'en bas. Mais c'est là où il a fondé ce concept que je lui ai emprunté. Il est mort, je crois, récemment. Il me semble qu'il est mort en 2018. Et son livre, La traversée de l'en bas, a été réédité en 2021. Donc la même année, l'année où j'ai sorti mon livre. Alors les seigneurs sont impénétrables. Exactement, alors que moi c'est un concept que je polis depuis des années. Je ne m'attendais pas du tout à sortir mon livre l'année où le sien serait réédité. Mais c'est une synchronicité de calendrier qui, je pense, est un signe de plus que Dieu m'envoie. Et sinon, après, pour mes références littéraires, je pense que mes références artistiques, même de manière générale, sont, et ça c'est très important, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est toutes les références qui inscrivent leur projet dans une forme de radicalité. Et moi, ça c'est quelque chose que je trouve fondamental dans l'art. Si on veut être artiste, il faut être prêt à être dans une démarche qui est radicale, quelle qu'elle soit. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le Marquis de Sade aussi, j'aime beaucoup William Burroughs et la Beat Generation, j'aime beaucoup Chuck Palahniuk, tu vois, c'est une formule que j'avais notée en préparant l'émission, c'est que finalement ce livre c'est un peu la rencontre entre Léon Bloy et Chuck Palahniuk, quoi. C'est que c'est une sorte de nouvelle religion, déclinaison en tout cas de la religion, c'est que c'est une forme de nihilisme chrétien. Tu vois, c'est ce que disait Bernanos. Tu vois, Bernanos disait il faut pas être il faisait le distinguo entre l'optimisme et l'espérance. Il faut pas être optimiste, il faut être dans l'espérance. Contrairement à Bloy d'ailleurs qui était un désespéré, mais c'est une autre question. Et ben moi c'est un peu ça, tu vois, c'est-à-dire que je suis un pessimiste absolu qui est dans l'espérance avec ce livre. Donc c'est le livre d'un nihiliste chrétien. Et donc pareil, Bret Easton Ellis aussi m'a beaucoup inspiré pour une raison très simple, c'est qu'il ne s'embarrasse pas dans ses livres de morale, et ça c'est très important aussi, c'est-à-dire que je pense que quand on écrit, il faut avoir évidemment sa propre boussole morale, ça c'est une autre question dans la vie, mais moi peut-être qu'on sera amené un peu à en reparler tout à l'heure quand on parlera de littérature de manière plus générale, mais pour déflorer déjà un peu le sujet, moi c'est quelque chose que je trouve sidérant dans la façon dont l'art est considéré actuellement, c'est qu'on attend d'une œuvre d'art qu'elle soit morale et qu'elle corresponde à la morale de son auteur. Déflorons-le tout de suite parce qu'on avait déjà parlé de ça. Et justement, très bien, écoute allons-y alors.
est-ce que justement, puisque, bon, on a souvent parlé de ça hors micro, mais même sur les émissions Bien sûr. Cinoche, par exemple, est-ce que y a un problème aujourd'hui, d'après toi, vis-à-vis de l'art, la création artistique, dans le sens où, moi je parlerai pas forcément de morale, mais on n'arrive plus à distinguer finalement la réalité de la fiction, et la fiction doit automatiquement, mais ça c'est certainement aussi des influences outre-Atlantique avec la haute culture et compagnie, où grosso modo l'art et la création artistique doivent refléter une certaine forme de morale, grosso modo, être dans le vrai. Tu vas faire du cinéma, de la littérature sociologique, dire la vérité, etc. C'est pour ça qu'on parle de whitewashing, de whitesplaining, de mansplaining, toutes ces conneries-là, qui consistent finalement à dire, vous ne reflétez pas la réalité dans la création artistique, là vous avez caché des personnages, vous n'avez pas mis en avant des femmes, vous n'avez pas mis, etc. etc. D'ailleurs, on remarque que plus ces gens-là prétendent mettre l'art au service du réel, moins l'art décrit la réalité finalement. Puisqu'on en arrive à avoir... bon là pour le coup c'est très d'actualité, dans quelques mois quand on réécoutera l'émission ce sera sans doute une polémique datée, mais là actuellement on a appris qu'il allait y avoir un remake de Blanche-Neige avec une Blanche-Neige qui est pas blanche et sans nains. Bon quand ni Blanche-Neige ni et les 7 nains, qui est quand même le titre, n'est respecté, qu'est-ce qui reste en fait ? Rien du tout. Et en fait, je pense que tu as résumé précisément le problème actuel. J'aurais pas dit mieux. C'est que l'époque n'arrive plus à considérer la fiction. Ce qui est quand même très grave. Moi, je me souviens d'une interview, tiens, encore une de mes références littéraires radicales, une interview de Jean-Louis Coste par Tadei, où Tadei, c'était dans Paris Dernière, et Tadei lui demandait, mais alors, est-ce que finalement, t'as pas peur que ce que tu fais, c'est trop radical, et que ça donne des mauvaises idées à ton public, ou je sais pas quoi, enfin, je sais plus quelle était la question, mais ça ressemblait à ça. Et Coste répondait, mais tu sais que moi, chez moi, j'ai des chatons qui se battent, qui se jouent à se battre. En fait, ils se battent pour de faux. C'est-à-dire qu'en fait, même mes chatons sont capables de comprendre ce que c'est que la fiction, et de faire un faux combat, c'est à la portée d'un enfant. Et que notre époque ne soit plus capable de comprendre la fiction, pour moi, c'est très inquiétant. Sur l'état de délabrement mental dans lequel elle est. C'est-à-dire que, moi, c'est l'exemple auquel je pense souvent, c'est que je me dis, tu sais, alors j'ai pas creusé la question, je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais partons du principe que c'est vrai. La fille de... merde, comment s'appelle-t-il, la fille de Klaus Kinski explique que son père... exactement, l'acteur culte de Werner Herzog, que son père était un monstre en privé, qu'il l'a violé, enfin que c'était vraiment une ordure, et que ça suinte d'ailleurs même physiquement. Donc, admettons que tout ça soit vrai. Encore une fois, j'ai pas creusé la question, c'est peut-être vrai. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On jette Aguirre et la colère de Dieu aux orties ? Enfin, je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'on va jeter aux orties des chefs-d'œuvre sous prétexte que la moralité de leur auteur ou de leur acteur ou de quelqu'un qui y a participé ne nous convient pas ? Et si on en arrive, si on commence par là, demain, qu'est-ce qui va se passer ? Un film va sortir, le réalisateur, les acteurs, tous seront impeccables, mais le chef opérateur de la première équipe aura à un moment donné fait une remarque déplacée à une stagiaire, et du coup, on va cancel le film. Enfin... Je veux dire, c'est une folie qui amène à la mort de l'art, à la mort de la culture, et finalement à la mort de tout. Et c'est pour ça qu'on revient plus, du coup, permet de faire une espèce de retournée sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne peux pas penser au suicide parce que finalement je suis trop opposé à mon époque, qui est une époque de suicidaire, justement. C'est une civilisation qui se suicide. Or moi... Hipster jusqu'au bout. Non mais... le truc c'est ça, c'est que, si tu veux, moi j'ai pas, c'est ce que je disais là, dans le dernier chemin de combat, c'est que moi j'ai pas envie de chercher à ranimer une civilisation qui est morte. Ça m'intéresse pas de ranimer un cadavre, c'est d'ailleurs l'avant-dernier aphorisme de mon livre. Je dis depuis l'incendie de Notre-Dame, je n'attends plus rien de ce pays que pourtant je n'arrive pas à quitter. J'ai l'étrange sensation d'être en concubinage avec un cadavre. Et donc je vais pas chercher à réanimer un cadavre, ni à lui rouler des pelles, ni à rien du tout. Ma nécrophilie a des limites. mais par contre, la mort de l'époque ne m'empêchera pas d'être vivant et de continuer moi-même à exister en tant qu'individu. Et c'est peut-être ça qui pourra permettre à la civilisation de continuer. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
Tiens, il y a encore un autre aphorisme, je me cite, Ouais, je me cite plagier, beaucoup. y a pas de problème. Mais un autre aphorisme qui résume un peu tout ça, où je veux dire, à un moment donné, qu'importe l'ivresse pourvu qu'on ait le flacon. Et j'ai l'impression que c'est vrai, toute notre époque va vers ça, finalement. C'est ce que je reproche, d'ailleurs, et à la gauche et à la droite, c'est-à-dire que moi j'ai vu il y a pas longtemps une vidéo où des vieilles boumeuses blanches agressaient un noir dans un ascenseur parce que le noir ne portait pas, ne portait pas de masque. Et donc elles le frappaient physiquement. Elles font Black Lives Matter. Exactement. Et en le frappant, elles disent Black Lives Matter. Donc finalement, qu'importe l'ivresse pourvu qu'on ait le flacon. C'est-à-dire que si sur le flacon il y a marqué Black Lives Matter, bah, dans l'ivresse on peut agresser un noir. Peu importe, tu vois. Et en fait, de gauche comme de droite, et moi c'est vraiment ce qui me gonfle aussi dans la droite actuelle, hein, pour le coup, peut-être que ce que je vais dire plaira pas à tous les auditeurs, mais peu importe. C'est cette façon, finalement, de s'installer dans une sorte de confort. C'est-à-dire que moi je vois beaucoup de droitards actuels parler de la France. Et même moi d'ailleurs dans l'aphorisme je tombe un petit peu dans ce travers-là, car c'est un bouquin qui n'est pas exempt de travers, contrairement à certaines figures très connues en ce moment comme Rushdie ou autres. Moi je prétends pas être un surhomme. Mon livre n'est pas le livre d'un surhomme. Mon livre est le livre d'un homme honnête. C'est le livre d'un franc-marin, comme dirait Corto Maltese. Et donc le livre d'un aventurier quelque part. Alors c'est une aventure intérieure. Mais un aventurier n'est pas quelqu'un de parfait. Tu vois, t'avais fait un très très beau portrait sur la radio de Sizia Ziké, par exemple. Bah, Sizia Ziké, voilà encore un exemple très intéressant de type qui est très radical dans sa vie et dans son œuvre, qui ne prend pas du tout en compte la morale ni les moralistes, et qui ne prétend pas être quelqu'un de parfait, de sans défaut, etc. Et je trouve que c'est un peu les travers dans lesquels tombe la droite actuellement, c'est-à-dire qu'ils veulent tous se présenter comme des surhommes, ils veulent tous se présenter comme descendants du chevalier Bayard, etc. Et ils oublient quelque chose qui est fondamental, c'est que les années 90 sont passées par là. Et les années 90, nous sommes tous aujourd'hui, avant 30 ans, le fruit des années 80 et 90. Et donc de cette espèce d'esprit un peu grunge, cette espèce d'esprit à la Bret Easton Ellis et Chuck Palahniuk, justement, cette espèce d'esprit désabusé, esprit à la Kurt Cobain, tu vois, où finalement plus rien n'a d'importance, on est face à une réalité qui de toute façon nous échappe et qui est absurde. Alors à l'heure actuelle, elle est plus absurde que jamais. Donc à quoi bon chercher à vouloir incarner dans cette réalité un idéal qui ne serait pas le nôtre? Et là, pour le coup, on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le Christ. C'est que le Christ ne nous dit pas « cherchez à rejoindre un idéal en dehors de vous-même ». Le Christ nous dit « cherchez, c'est en vous que se trouve le royaume de Dieu. Cherchez à atteindre un idéal qui est en vous ». Et donc, à partir de là, moi je vois absolument aucun problème à faire ce que je fais, c'est-à-dire écrire avec... En mettant mon âme dans un livre avec à la fois ce qu'elle a de meilleur et à la fois ce qu'elle a de pire. Ah bah justement, je vais te citer une nouvelle que j'ai bien aimée, c'est dans L'Avocat du Diable. Oui. Puisque la nature inspire à l'homme de grandes choses, alors il faut détruire la nature. Que peut la force de création face à la puissance de la destruction? Existe-t-il une forme d'inertie possible au royaume de l'immobilisme? Combien sont-ils à comprendre la supériorité de la beauté sur le militantisme? Et puisque tu parlais justement de la gauche, mais aussi de la droite, droitard et compagnie, je pense que c'est un bon rappel. Et effectivement, exactement. Et ça sera, parce qu'on ne va pas faire trop long, et l'important c'est d'écouter bien sûr la radio, on est tous d'accord, mais ça c'est une première étape. Nous ne sommes pas des starlets de YouTube et nous vous poussons à écouter, mais aussi et surtout à lire. Donc il faudra lire le livre. Est-ce que justement, tu l'as plus ou moins dit, mais on va synthétiser tout ça. Est-ce que justement, à l'heure puisque beaucoup de gens parlent du combat culturel, combat des idées, etc., est-ce que la droite, les droitards, les starlets de YouTube se sont pas, comme tu le disais, installés dans un confort finalement où ils avaient leur petite communauté, où finalement ils ont des grandes analyses, mais des analyses où on ne prend pas de risque, parce que de toute façon le public est déjà conquis et d'accord avec l'analyse en question, au détriment du combat, du combat culturel, du vrai combat des idées, où on essaye de se confronter un petit peu plus au réel, quoi. Tu sais, je me faisais une réflexion sur le chemin. Je me disais, c'est drôle parce qu'à une époque, il y avait des œuvres, et aujourd'hui, il y a des mèmes.
On est vraiment passé et peut-être que c'est comme ça que meurt une civilisation. Donc penser ressusciter une civilisation avec des mèmes, c'est comme penser soigner un virus avec un faux vaccin. pour le dire vite. Non, mais voilà, vous avez compris l'analogie. C'est-à-dire, finalement, peut-être que le remède n'est pas le bon, et peut-être qu'en pensant convaincre des gens de rallier une cause avec ce type comme tu dis, d'idées confortables, installées, etc., ne rend service à personne. À la fin, on est dans un circuit fermé. Il faut faire des œuvres, tu vois. Il faut arrêter de vouloir chercher la petite bête, d'enculer des mouches qui ont rien demandé, comme dirait un ami, et tu vois, par exemple, j'avais noté un dernier exemple sur des réflexes de droitards que je trouve complètement cons actuellement. C'est les droitards qui font la chasse aux anglicismes, par exemple. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On va annuler le spleen baudelairien, on va annuler les promenades dans Rome de Stendhal, qui est un bouquin magnifique de description de Rome, parce qu'à la fin il le dédie au Happy Few. On va jeter à la poubelle toute l'œuvre de Maurice Dantec parce qu'il aimait bien le rock alors qu'il a écrit des romans absolument magnifiques. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a une espèce de communication aussi entre le monde anglo-saxon et nous, et ça ne date pas uniquement de ces dernières années où on s'est laissé un peu parasiter par l'américanisation. Je veux dire, Wilde a écrit une pièce en français, une pièce en un acte qui s'appelle Salomé. Quand il est sorti des geôles de Reading, il est venu se réfugier en France, où il a pris une autre identité qui était Sébastien Melmoth, tu vois. Donc à un moment donné, moi je trouve ça un peu bizarre d'avoir ce genre de réflexes qui sont presque comme des tocs dans lesquels on est engoncé et qui empêchent finalement à une forme de création intéressante d'émerger. Se méfier de la logique de la pureté, quoi. C'est ça. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a fait à peu près le tour. Un dernier mot que tu pourrais nous dire à propos du livre pour donner envie à l'auditeur et au futur lecteur de se lancer dans la lecture, qui parfois n'est pas facile, je vous préviens d'avance. C'est vrai que parfois le style est un peu ardu. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est un livre de forme et de fond, mais où la forme passe en priorité, parce que je suis avant tout un esthète. Donc ce qui compte pour moi, c'est la beauté. Non, mais ce qui compte pour moi, c'est la beauté et la beauté des visuels et la beauté des textes. Par exemple, moi, un texte que j'aime beaucoup du recueil, qui est sans doute un texte que les lecteurs, qui sera pas forcément celui que les lecteurs apprécieront, c'est un texte qui s'appelle Croquis sonore, qui est un texte où tout est basé là-dessus, où tout est une question de rythme, où je fais appel à des images totalement abstraites, et tout est une question de rythme et de sonorité, et je trouve ce texte intéressant pour ça. Je voulais quand même placer un petit mot pour les quelques personnes qui ont participé à ce livre. Donc mes deux hommes de l'ombre qui se reconnaîtront et que je vais pas citer parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'être associés au projet, mais ils sauront que je parle d'eux. Mon préfacier Paul-Éric Blanru qui m'a fait une superbe préface dans laquelle il explique bien justement les rapports qu'il peut y avoir entre le Dieu et le corps, la religion et l'art, la matière et l'esprit, et comment le christianisme et le catholicisme est beaucoup moins ennemi du corps que ce qu'on pourrait croire. Je remercie aussi Claire Fiorucci, qui est une photographe cannoise qui a pris la photo qui illustre la couverture du livre, qui est une très très belle photo. JMK Art, qui est un photographe local, lui, pour le coup, de Metz, qui a pris la photo, la photo de l'auteur qui figure sur le bandeau en quatrième de couverture. Jonathan Fornieri, qui est le dessinateur qui a illustré une des nouvelles à l'intérieur du livre, qui est un conte qui s'appelle Le fantôme et l'homme triste, et Or Adlib, qui est une amie qui a coécrit un long texte du livre avec moi. Le livre coûte 18 €, il est trouvable sur mon site au commencement était le verbe.fr, tout attaché sans accent, au commencement était le verbe. Peut-être conclure avec une citation de Blois qui montre bien dans quel esprit ce livre a été écrit. C'est ton petit tunnel, vas-y. C'est mon petit tunnel. Oui. Mais il faut toujours citer du Blois, c'est toujours intéressant.
Donc c'est une citation d'un livre de Blois qui est magnifique, qui s'appelle Le sang du pauvre, qui est un essai sur la... Génial, et il y a un chapitre au début du livre qui s'appelle La croix de misère et qui m'avait énormément marqué, dans lequel Blois dit ceci. La pauvreté est le relatif, privation du superflu. La misère est l'absolu, privation du nécessaire. La pauvreté est crucifiée, la misère est la croix elle-même. Jésus portant la croix, c'est la pauvreté portant la misère. Jésus en croix, c'est la pauvreté saignant sur la misère. Et c'est là que c'est intéressant. Ceux d'entre les riches qui ne sont pas exactement des réprouvés peuvent comprendre la pauvreté, puisqu'ils sont eux-mêmes des pauvres en un sens. Ils ne peuvent pas comprendre la misère. Capables de l'aumône, peut-être, incapables du dépouillement, ils s'attendriront en belle musique sur Jésus souffrant, mais sa croix leur fera horreur, la réalité de sa croix. Il la leur faut tout en lumière et tout en or, somptueuse et légère, agréable à voir sur une belle gorge de femme. Prêtres élégants, éloignez d'eux le lit d'amour de Jésus-Christ. La croix misérable, infiniment douloureuse, plantée au milieu d'un charnier de criminels parmi les ordures et les puanteurs. La vraie croix, simplement, hideuse, bonnement infâme, atroce, ignominieuse, parricide, matricide, infanticide. La croix du renoncement absolu, de l'abandon et du reniement à jamais de tous ceux, quels qu'ils soient, qui n'en veulent pas. La croix du jeûne exténuant, de l'immolation des sens, du deuil, de tout ce qui peut consoler. La croix du feu, de l'huile bouillante, du plomb fondu, de la lapidation, de la noyade, de l'écorchement, de l'écartèlement, de l'intercision, de la dévoration par les animaux féroces, de toutes les tortures imaginées par les bâtards des démons. La croix noire et basse au centre d'un désert de peur aussi vaste que le monde, non plus lumineuse comme dans les images des enfants, mais accablée sous un ciel sombre que n'éclaire pas même la foudre, l'effrayante croix de la déréliction du Fils de Dieu, la croix de misère. Et donc voilà, la réalité de la croix n'est pas une réalité lumineuse comme on aimerait bien la croire. C'est une réalité qui prend en compte l'horreur du monde, et mon livre est un livre qui prend en compte l'horreur du monde, et c'est peut-être pour ça que c'est un livre authentiquement chrétien. Ça sera à chacun d'en juger, ils liront, et comme vous l'aurez constaté, dès lors on lit du Léon Blois, on quitte le monde filtré et plastique d'Instagram, voilà, puisque on peut parler de la beauté, mais aussi de la merde. C'est finalement, parce que à mon avis, là je donne mon avis, je pense que tu as essayé de faire quelque chose qui est plein de défauts, parce que comme tu l'as dit, tu es un homme et les hommes sont d'abord avant tout constitués de défauts. Et c'est ce qui fait leur humanité. Et c'est ce qui fait l'humanité, mais tu as tenté de faire du beau avec du chaos, si je puis dire. Hein, c'est ça. Ça, c'est déjà, je sais que c'est très difficile. Donc voilà, vous constaterez par vous-même, chers auditeurs. Donc c'est un livre qui est plein de défauts, mais qui a plein de bouts d'absolu à l'intérieur et de parts de belle humanité. Et c'est un livre qui est 100% artisanal, qui a été fait... C'est un livre qui est 100% artisanal, c'est un pur produit lorrain. Voilà, c'est dans le sens où, bon, il y a des gens qui viennent d'un petit peu plus loin qui l'ont fait, qui ont participé à ça, mais voilà, c'est tu as créé ta propre maison d'édition, tu as tout fait tout seul. C'est ça. Et donc, j'y ai mis mes deniers. Tu as mis tes deniers, donc pour ça, voilà, il faut soutenir un petit peu les petits créateurs qui font avec ce qu'ils ont, mais en tout cas qui font. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Et d'ailleurs, à titre, on va dire peut-être un petit peu plus, bon, pas prescriptif, j'aime pas le mot, mais je pense que c'est une bonne chose aussi. Ça, c'est un message que j'adresse, même si c'est pas le public en majorité qui écoute la radio, mais plutôt que de se morfondre sur ses malheurs, sur ses problèmes, sur ses névroses. Je pense que plutôt que de se plaindre sur TikTok du monde et de se peinturer les cheveux en bleu, c'est mieux de prendre une feuille de papier et d'essayer d'en faire quelque chose, parce que l'humanité est névrosée, hein. On n'a pas entendu les woke et compagnie pour savoir que les gens étaient sujets à divers troubles. En tout cas... C'est ce que disait John Waters à l'époque, où il enseignait en prison. Il disait aux prisonniers, si la prochaine fois que vous aurez envie de tuer quelqu'un, prenez une feuille et écrivez, vous faites un dessin, créé. Et moi, mon livre, prenez-le comme un cabinet de curiosité littéraire. C'est vraiment ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire que vous rentrez dans un cabinet de curiosité, il y a des éléments disparates un peu partout, qui peuvent paraître pas forcément homogènes, mais qui finalement forment un décor qui est joli. Et puis vous regardez à droite à gauche, et de temps en temps, vous chopez un petit détail, ici un crucifix,
identifie ici un crâne, ici une vanité, ici une potion sexuelle sortie d'une pharmacie d'apothicaire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon livre. Donc, baladez-vous dedans comme on se baladerait dans un cabinet de curiosité. Et comme on l'a dit, c'est aussi un premier jet. Donc, tu prépares un... Je travaille sur un roman en ce moment. Exactement. Voilà, donc, il y aura un épisode 2. Tout à fait. Eh bien, chers amis, chers auditeurs, vous avez toutes les informations. Ça sera en description. Donc, allez commander et soutenez les petits auteurs locaux. Quant à moi, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça coûte absolument rien. Vous pouvez mettre un commentaire, ça coûte rien non plus. Vous pouvez nous aider sur Tipeee, ça coûte, mais bon, faut quand même pas exagérer. 1 euro par-ci ou 2 euros par-là, c'est rien du tout. Et c'était Fix Consoli, comme d'habitude. La vie commence toujours demain. Et au cœurs. Caricature envahit les murs, mais est-ce une bonne chose? Ça crée la psychose. Je veux laver les murs à coup de dictature. La dictature est la vraie révolution, le totalitarisme est la vraie opposition. Je vais d'armure en armure, le nu n'est beau qu'en peinture.